Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. Et aujourd'hui, un numérique pour tous dédié aux innovations et start-up qui vont rendre notre quotidien plus confortable. Alors que faut-il retenir du salon Vivatech, cette grande messe de la technologie qui a récemment fermé ses portes à Paris? Quelles sont les start-up qui risquent de changer notre quotidien? Et vers qui se tourner pour financer son projet entrepreneurial? C'est ce que nous vous ferons découvrir avec nos invités. Le numérique pour tous spécial innovation et start-up, c'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, un numérique pour tous spécial innovation et start-up qui vont changer notre quotidien. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le vice-président en charge de l'Internet des objets, ce que l'on appelle l'IoT chez Orange, Jean-Marc Lafont. Bonjour, on est ravis de vous accueillir. Merci. Donc, comme je le disais, effectivement, vous êtes vice-président de l'Internet of Things, donc cet acronyme IoT chez Orange. Et donc, avant de commencer, comme on aime bien commencer par une définition dans le numérique pour tous, j'aimerais que vous nous rappeliez ce que l'on appelle l'Internet des objets. Alors, l'Internet des objets, c'est le fait de pouvoir s'appuyer sur des objets que l'on connecte et qui nous remontent des informations sur lesquelles on peut agir. Donc, en fait, on devrait plutôt l'appeler Internet des usages, d'ailleurs, puisque pour le grand public, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir simplifier son quotidien, de pouvoir avoir plus de sérénité dans sa manière de vivre. Et puis, pour les entreprises, on a des enjeux importants sur les processus industriels, sur la logistique, sur la manière de travailler. Alors, vous pouvez nous donner quelques exemples très concrets dans notre quotidien ou dans le quotidien des entreprises? Oui, il y a des choses toutes simples. Déjà, les compteurs connectés qu'on connaît tous, les Linky ou autres compteurs gaz, qui permettent effectivement de savoir de pouvoir faire les relevés sans se déplacer de manière efficace. On a aussi beaucoup autour des bâtiments, donc que ce soit chez soi ou que ce soit dans les bâtiments, le fameux smart building pour les entreprises qui permet, on met un capteur et puis du coup, on sait si une fenêtre a été ouverte, s'il n'y a personne dans la pièce, donc inutile de chauffer ou de climatiser. Ce qu'on appelle les bâtiments intelligents, en fait. Exactement. Et puis tout ce qui est montre connectée, tout ce qui est téléassistance pour les seniors. Et on a vu que ça permet aussi de rester plus longtemps chez soi, où on est capable de suivre un petit peu ce qui se passe sur une personne, sur un lieu, sur des données qui se trouvent un petit peu, dans la nature, et pour pouvoir agir dessus, et du coup être plus serein en sachant ce qui se passe. Alors dans un contexte de transition énergétique, c'est aussi très très utile pour les villes, les collectivités, aussi les entreprises. Vous pourriez nous partager quelques exemples? Tout à fait. On a des exemples de capteurs pour l'hygrométrie, par exemple, des pelouses. Ça sert à rien d'aller arroser une pelouse si le sol n'est pas sec. Ça permet de fluidifier la circulation, donc au niveau du trafic, et éviter effectivement toutes ces accumulations de voitures et de temps perdu sur ces sujets. Et puis également, on a des choses, par exemple pour toutes les bennes qu'il faut aller ramasser, on met un capteur pour savoir quand la benne est pleine, et du coup, on ne va la chercher que quand elle est pleine. Et ça évite d'avoir des camions qui tournent à vide dans la ville ou dans la campagne. Donc ça veut dire qu'au quotidien, on est entouré de tous ces objets connectés sans forcément le savoir, mais ça nous facilite nos connexions, notre mobilité. Voilà. Et donc l'enjeu, c'est vraiment ces notions d'usage, c'est-à-dire que normalement, le but, c'est vraiment, on ne se rend pas compte. Simplement, on a une vie plus simple, plus efficace. Et puis, il faut à chaque fois choisir les bons usages, en fait, les bons besoins du grand public, les bons besoins des entreprises pour pouvoir les aider. Alors on le disait, la grande messe de la technologie a fermé ses portes il y a un petit peu plus d'une semaine à Paris, donc Vivatech, ce fameux salon. Vous y étiez présent, Orange était présent. On a pu voir cette technologie s'illustrer. Comment vous l'avez présentée, on va dire, aux utilisateurs? Voilà. Alors ce qui est super avec l'Internet des objets, c'est qu'en fait on n'en parle plus. On n'a plus cette notion très technique de technicité, j'allais dire, de ces objets. Mais par contre, on a les usages. Et maintenant, les choses sont vraiment pleinement déployées. Et on a pu retrouver à Vivatech de très très nombreux cas très différents sur toute la gestion également de tout ce qui est paquet, de la traçabilité de toutes les marchandises qui peuvent s'échanger et qui permettent du coup être sûr que les bonnes marchandises arrivent aux bonnes personnes dans les bons temps, de pouvoir suivre une chaîne du froid par exemple de manière très efficace pour s'assurer que dans tous les maillons et parmi tous les acteurs en fait qui vont se passer la marchandise, s'assurer qu'à chaque fois chacun fait bien l'effort et qu'à la fin on a bien une qualité de bout en bout
qui soit au niveau. Alors sur Vivatech, on a pu découvrir un projet qui est un concept car un peu exceptionnel qui s'appelle Human First, qui a été développé par les acteurs de ce que l'on appelle la Software République, donc Orange, Dassault Systèmes, Atos, STM Microelectronics, Thales. J'espère que je n'en oublie pas. Il y avait de l'IoT justement dans cette voiture un peu. Décrivez-nous cette voiture pour nos auditeurs. Alors cette voiture, déjà, on a voulu l'appeler Human First. Donc l'idée, c'est pas d'être tourné vers la voiture, mais au contraire d'être tourné vers les humains, donc vers le chauffeur, vers les passagers, et puis aussi vers tous les humains qui sont autour de la voiture. Donc c'est une voiture qui permet de s'intégrer dans son environnement, d'identifier, on parlait tout à l'heure du trafic, d'identifier les feux, quelles sont les meilleures routes, d'identifier également quels sont les dangers qui peuvent survenir, si on arrive à détecter les vélos ou les trottinettes qui peuvent arriver, même si elles sont dans un angle mort de vision, et ben on évitera des accidents. Et puis ça permet aussi, si on a des ambulances ou des véhicules de sécurité qui veulent passer, on peut les détecter très longtemps à l'avance. La voiture est vraiment en interaction avec son environnement, et ce qui permet d'être plus efficace. Alors j'ai eu le plaisir de l'essayer, mais j'aimerais partager ça avec vous, parce que c'est vrai que vous parlez d'interaction avec le conducteur. Avant même que vous n'arriviez à la porte, elle reconnaît au nombre de pas que vous avez fait pour approcher votre identité, on va dire. Donc il y a un petit bonhomme qui apparaît sur la fenêtre. C'est pas du gadget, hein, il y a beaucoup de technologie derrière. Et puis après, elle paramètre effectivement tous vos constantes pour si vous êtes fatigué, ça c'est une véritable prouesse technologique. On n'a pas de comparaison sur le marché encore avec. L'idée là, c'est surtout le fait d'avoir rassemblé ces différents éléments technologiques ensemble pour vraiment l'orienter sur l'humain, et donc typiquement être capable de capter la tension artérielle, la tension de la personne. Il y a beaucoup d'accidents de la route parce que les gens sont fatigués, et donc là c'est la voiture, c'est plus vous qui vous dites il faudrait que je fasse une pause, ou votre passager ou passagère qui vous le dit. Là c'est la voiture qui vous dit non, là ton attention est en train de baisser, ce n'est pas raisonnable, il faut vraiment agir. Et on a vraiment cette interaction pour s'assurer que les gens voyagent confortablement et en toute sécurité. Alors certes c'est très bénéfique, mais la question qui vient derrière, c'est que cette voiture nous connaît par cœur, donc elle est en possession de toutes nos données, toutes nos datas. Dans quelle mesure on est fliqué à 100%, ou alors on a un droit justement à l'anonymisation de tous ces éléments d'information? Alors pour cette voiture, comme pour l'Internet des objets, bien évidemment, la notion de personnalité, de propriété des données est très importante. Et donc, il y a des données que vous voulez partager, d'autres qu'on anonymise. On parlait tout à l'heure du trafic. Inutile de savoir qui est dans telle voiture. L'essentiel, c'est de savoir qu'une voiture passe, typiquement. Et là, pour la voiture, c'est la même chose. Si vous voulez régler votre siège voiture, vous avez intérêt à ce qu'ils se souviennent que ce soit bien vous qui étiez assis dedans. Donc, c'est pour ça que les données sont très différentes. Et puis, suivant les personnes également, l'enjeu, c'est vraiment de donner le choix à la personne de ce qu'elle veut garder pour elle uniquement comme données, et puis ce qu'elle est prête à partager pour pouvoir améliorer sa vie et sa qualité de vie. Néanmoins, une question qui revient toujours, pour tous ces objets et tous ces appareils connectés, il y a un risque cyber, puisqu'il y a des portes d'entrée maintenant qui deviennent multiples. La voiture devient, au même titre que l'ordinateur et le téléphone l'étaient, un outil qui peut être assujetti à effectivement tous ces risques. Tout à fait. Donc la notion de cyber autour des données est très importante. Donc là, typiquement, autour de ce véhicule, nous avons également mis un projet qui s'appelle Detect and Response. Donc on a travaillé avec notre filiale Orange Cyberdéfense, avec Renault et avec Thales, et puis également donc la start-up Cisco. Donc là, l'idée, c'est vraiment de capter dans l'environnement de la voiture les tentatives de cyberattaque. Donc on analyse les flux de la voiture, puisque la voiture maintenant échange des données, toutes les parties de la voiture échangent des données avec le réseau, et donc on identifie quelles sont celles qui sont normales entre guillemets, et puis quelles sont celles, il y a une intelligence artificielle qui analyse celles sur lesquelles on a un soupçon. Donc typiquement, je ne sais pas si vous avez le système de commande qui est relié avec un serveur dans un pays exotique, immédiatement il y a une réaction pour couper, vérifier quelles sont ces données et s'assurer que justement que la voiture reste bien en sécurité sans être attaquée. Donc on est bien protégé, d'accord. Jean-Marc, plus de données, c'est plus de data qui circulent. On est à une période où on parle bien évidemment de frugalité, de transition, etc. Est-ce que tout ça est compatible ? Tout à fait. En fait, les données, il y a beaucoup de types de données différentes. Vous avez des données qu'on appelle très bas débit, donc juste quelques données qui s'échangent. Je parlais tout à l'heure, par exemple, d'un capteur dans un bâtiment ou pour une benne à ordures, vous avez besoin juste de quelques données. Donc, il y a très peu de consommation énergétique. Et par contre, vous pouvez amener un vrai gain en termes écologiques. Et puis, il y a des données sur lesquelles il y a
un peu plus de débit, notamment de la vidéo. Et donc là, ce qui est important, c'est de s'assurer que le traitement soit fait au plus proche de la source de ces données. Donc, typiquement, nous travaillons autour différentes startups autour du computer vision pour analyser les données. Et donc, plutôt que d'envoyer tout le flux vidéo à l'autre bout de la planète, eh ben, on s'assure juste de l'analyser sur place et puis de pouvoir identifier est-ce qu'il y a des actions particulières, est-ce que telle personne ne devrait pas être là, et pouvoir juste remonter ces alertes. Donc l'idée, c'est vraiment de remonter juste les données nécessaires. Et par contre, une fois qu'on a ces données, on peut vraiment agir et être beaucoup plus efficace. En conclusion, Jean-Marc, donc ce grand salon de la technologie, vous étiez présent, il y avait tous les acteurs éminents du domaine, beaucoup de startups. Comment, c'est quoi votre retour d'expérience ? Qu'est-ce que les grandes tendances et votre perception, en fait, que vous qui êtes quand même un opérateur éminent sur le marché ? Alors, c'est à chaque fois très énergisant d'être à Vivatech. Il y a effectivement beaucoup d'acteurs. Nous travaillons très étroitement avec nombreuses startups au jour le jour. Donc, c'est l'occasion également de les retrouver. C'est aussi l'occasion de les mettre en valeur parce que c'est très important pour elles d'être en visibilité et de pouvoir les aider à créer ces contacts et à se développer. Voilà. Après, il y a beaucoup de monde et donc ce qui est important, c'est de garder en tête quelles sont les thématiques que l'on veut travailler, ce que l'on veut faire sur la durée, puisque l'idée, c'est pas juste un grand salon et le lendemain, il n'y a plus rien. Le grand salon, c'est juste le début ou un point d'étape dans une coopération ensemble pour que, à la fin, ces startups se développent et que nos clients puissent profiter justement de ce qu'elles amènent. Et ces startups, elles sont très orientées décarbonation, développement durable, ou c'était les grandes tendances si vous deviez les résumer ? Les grandes tendances, oui, beaucoup autour de la décarbonation, même plus globalement sur l'efficacité des ressources. Pas seulement en carbone, mais également en énergie, en eau, en nouveaux métaux également. Enfin, comment essayer de réutiliser un maximum d'éléments dans notre chaîne de recyclage. Et puis, beaucoup autour également donc, du confort des données, comment s'assurer de la sécurité des données, nous en parlions, et comment s'assurer de pouvoir offrir des services le plus simples possible et qui en même temps vont continuer à transformer notre quotidien sans même qu'on s'en rende compte. Donc l'âge de raison de la technologie. Jean-Marc Lafont, merci beaucoup. Restez avec nous dans quelques instants, nous vous ferons découvrir des startups qui risquent dès demain de changer nos vies et de faire grand bruit. Le numérique pour tous spécial startup, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et tout de suite, dans ce numérique pour tous spécial startup, j'ai le plaisir de recevoir le directeur de l'innovation au sein du groupe Dassault Systèmes, Frédéric Vacher. Bonjour, on est ravis de vous avoir en plateau parmi nous aujourd'hui. Donc Frédéric, vous dirigez notamment l'incubateur de start-up du groupe Dassault Systèmes. Quelle est la singularité de cet incubateur ? Bonjour à tous, bonjour Vanessa. C'est un accélérateur et un incubateur qui, dès le début, c'est-à-dire il y a plus de 7 ans, s'oriente vers l'impact. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'accompagner et d'accélérer des projets à impact pour répondre aux grands défis de l'humanité, que ce soit dans la santé, de l'énergie, la mobilité. Et donc, avec le jumeau virtuel, avec les plateformes numériques, les aider à industrialiser leurs innovations afin de trouver des solutions et évidemment de les faire réussir, mais aussi d'inspirer une filière. Alors, vous parlez d'impact sur effectivement les critères de sélection de ces startups. Plus précisément, il y a vraiment une grille de lecture, celles que vous allez accompagner parce qu'effectivement vous sentez qu'il y a un potentiel, et celles qui ne rentreront pas forcément dans soit votre stratégie, soit votre ligne de conduite. Comment Alors, ça se passe, on a plusieurs programmes au sein de Dassault Systèmes. Toute startup est bienvenue. Toute startup qui fabrique un objet, qui travaille sur des molécules et donc accède à nos solutions à des tarifs extrêmement préférentiels. Et en ce qui concerne le 3D Experience Lab, oui, on a des critères extrêmement rigoureux. On cherche à identifier des startups qui vont contribuer à un ou plusieurs grands enjeux des Nations Unies. C'est 17 objectifs du développement durable. On cherche à identifier des startups qui vont voir le monde par des yeux nouveaux, donc de l'innovation de rupture. Donc on prend des risques, on les prend en early stage, donc au tout démarrage, pour essayer de prendre un angle différent que nos grands clients industriels pourraient, sur la même thématique, développer, mais souvent dans un
planning et une durée plus importante. Et avec des technologies déjà existantes. Alors venons-en très concrètement à quelques pépites, plus que des pépites d'ailleurs, certaines sont au stade de start-up voire de scale-up que vous accompagnez ou que vous avez accompagné, que ce soit dans le domaine de la biodiversité ou alors de la préservation de l'environnement. On parle beaucoup de l'aviation puisqu'il y a le salon du Bourget. On a une start-up qui sort du lab, donc maintenant elle sort avec succès, X-Sun. C'est un drone qui vole uniquement avec le soleil. Donc c'est un drone à mission. On va le programmer pour aller faire une surveillance de côte, faire de la surveillance de forêt pour identifier des feux le plus en amont possible, des surveillances de pipeline. Le drone part en mission, revient avec les données et aucun impact sur l'environnement. Énergie solaire, aucun bruit. Et donc, ce drone, maintenant, il est en fonctionnement. Il est présenté au Bourget et c'est un exemple concret de réussite de projets à fort impact sur non seulement cette entreprise qui maintenant effectivement embauche et grandit, mais qui cherche à donner la voie vers toute une filière industrielle. Alors la préservation de l'eau notamment et des océans est aussi une préoccupation fondamentale. Vous avez une start-up qui s'appelle Clean Sea Solutions, je crois. Qu'est-ce qu'elle permet de réaliser ? L'idée, c'est de dépolluer les ports et les côtes. Comme vous le savez, l'océan est maintenant pollué avec le plastique de manière assez large. On parle d'un continent de plastique, sachant qu'en plus le gros du sujet est le microplastique qui s'est déjà dégradé dans l'eau. Cette start-up a développé un bateau autonome avec des paniers devant derrière pour aller récupérer les déchets et les ramener à bon port automatiquement, décharger les paniers et repartir. C'est une start-up norvégienne. Du reste, en Norvège, ils ont présenté un autre projet à Vivatech sur une éolienne flottante, donc qui cherche à exploiter l'énergie un peu plus large, au large des côtes, sans impact de fondation, qui sont quand même un impact important quand il faut ancrer une éolienne dans le sol, et d'autant plus un sol sous-marin. Il faut du coup des sacrées fondations. Sans transition, la santé aussi est un des secteurs d'activité dans lequel vous êtes extrêmement puissant et présent. Donnez-nous 2 ou 3 exemples qui vont donner peut-être de l'espoir ou qui confortent votre position. La santé, on est sur beaucoup de fronts. On a présenté un projet qui s'appelle Vortex, la simulation en réalité virtuelle d'un traitement de radiothérapie pour que le patient puisse comprendre son traitement, mieux l'appréhender. Damae Medical, une start-up française qui a développé un device qui permet de scanner votre peau et de détecter un potentiel mélanome. Donc vous savez, dans le cancer de la peau, plus il est traité tôt, plus on a de chances de guérison. Qui est disponible, excusez-moi Frédéric, qui est disponible chez les dermatologues, on peut avoir accès... Qui commence à être disponible. Vous en avez un à l'hôpital Ambroise Paré, en toute pré-série, donc c'est le début. Mais c'est un device extrêmement sérieux, puisqu'en fait, il va vraiment scanner la peau jusqu'au derme. Le sujet, c'est pas juste une photo de surface. C'est un sujet scientifique. Nous, on a une entreprise scientifique avant tout d'Assosystème. Vous avez pu rencontrer Graphil à Vivatech aussi. C'est un smart sensor pour capter des constantes sur votre corps. Et donc analyser des data, et probablement un jour sera connecté avec votre voiture pour assurer le bon état de santé du conducteur. Dans l'agriculture, vous avez pu rencontrer à Vivatech Futura Gaia. Une ferme verticale, effectivement. Une ferme verticale d'un genre nouveau, puisqu'elle optimise le besoin en eau. Elle accélère la pousse, puisque c'est un système rotatif dans lequel les plantes vont pousser. Et donc, c'est un projet extrêmement ambitieux qui, du coup, voit la ferme verticale sous un autre angle que des grands murs éclairés par des lampes en général LED qui du coup consomment de l'énergie. Alors vous évoquez Vivatech, Jean-Marc l'a évoqué également, vous avez pris la parole à Vivatech. Vous, quel est votre constat en fait de cette grande messe qui a battu un record avec plus de 150 000 participants cette année? Quelle est votre vision et qu'en retenez-vous? C'est extrêmement glorifiant d'avoir un grand salon européen qui démocratise les technologies et on l'espère les sciences, pas que les technologies. Ça fait énormément de communication. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les technologies pour l'impact et ça dans la durée. Donc, évidemment, on va retrouver à Vivatech, comme depuis quelques années, un certain nombre de buzzwords. Dans le passé, on a pu parler de NFT, de métaverse. Donc là, le sujet, c'était l'intelligence artificielle. Donc, certaines stars sont venues faire des keynotes. Ce qui est bien, parce que ça donne un éclairage et ça met finalement ces technologies
sous les projecteurs. Ce qu'il faut vraiment, c'est ancrer ces technologies pour la société et pour l'homme. Le sujet de la technologie, c'est pas de la technologie pour la technologie, c'est de la technologie pour améliorer nos conditions, améliorer les performances d'un véhicule, sa consommation énergétique, améliorer la santé, etc. C'est ce qui nous anime chez Dassault Systèmes depuis 40 ans, c'est que nous, en fait, on n'est pas une entreprise de codeurs, comme un certain nombre de grands acteurs de la tech. Nous sommes des codeurs pour des métiers. Et donc systématiquement, on est organisé par verticale industrielle et nous avons des doubles compétences entre, par exemple, l'aéronautique et l'informatique, entre le médical jusqu'à avoir des médecins. Nous avons des médecins qui font moitié de leur temps chez nous, moitié de leur temps à l'hôpital. Et donc ils ont ces doubles compétences, donc on peut vraiment avoir un regard d'usage de la technologie au service de métiers. Ce que vous évoquez, c'est qu'on est sur des effets de mode. Vous parliez effectivement de l'IA, des NFT, des cryptos, du métaverse, ou alors les cycles d'innovation se sont raccourcis, mais toutes ces technologies sont présentes en permanence et se superposent les unes aux autres. Alors, dans le domaine de la technologie, vous avez cette fameuse courbe, le hype cycle. Où en fait effectivement un buzzword va naître, vous avez un engouement relayé par les médias sur des potentiels extraordinaires d'une nouvelle technologie, donc c'est le hype, donc la courbe monte extrêmement vite, et puis ensuite elle redescend puisqu'on est dans la désillusion, on se rend compte que finalement ces technologies elles peuvent pas faire tout ce que on leur promettait, et donc ensuite on va y chercher des usages, parce que souvent il y a quand même des usages intéressants, et donc certains vont revenir et remonter sur une pente douce, et là, se démocratiser au service de l'industrie ou du consommateur. Et certaines, évidemment, disparaîtront, puisque on se rendra compte que c'était à l'heure. Elon Musk a pris la parole sur la télévision nationale, mais aussi sur Vivatech. On est là aussi sur quelque chose de hype pour vous, c'est-à-dire un engouement et une personnalité inspirationnelle. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui fait du bien à la planète, ou alors là aussi il faut prendre un petit peu de recul? Il y a du bon, il y a du moins bon. Elon Musk a monté de très belles entreprises. On travaille du reste ensemble. Les Tesla sont virtualisés complètement avec nos solutions, comme les voitures de Renault et de la Software République et quasiment toutes les voitures qui vous entourent. Ce que je trouve de très positif, c'est que c'est quelqu'un qui inspire, notamment inspire les nouvelles générations et qui finalement rend un métier comme l'automobile cool. Il y a 10 ans, travailler pour le monde de l'automobile, c'était une usine, de la graisse, dans l'imaginaire des gens. Et donc, avec ce type de personnalité, donc du coup, on est sur un objet ultra design, autonome, électrique. D'autres constructeurs le font, mais il a un engouement dans sa communication qui très probablement inspire les jeunes générations. Et c'est important dans nos métiers, et notamment dans nos métiers Orange et Dassault Systèmes, c'est que on cherche à embaucher évidemment, et souvent les jeunes sont détournés de ces métiers industriels. Or l'industrie maintenant c'est le numérique, c'est le jumeau numérique, c'est les usines pilotées par des robots programmés par nos solutions. Et donc on est dans un monde de technologie qui est extrêmement sophistiqué, extrêmement intéressant, qui rassemble de nombreux métiers. Ce sont des métiers du reste qui sont en transformation. Et donc c'est important que les jeunes aient envie de rejoindre ces métiers. Tout le New Space, ce qu'on appelle le New Space, il y a un nouveau champ des possibles que les Européens, les Américains cherchent à exploiter. Et donc il nous faut des jeunes talents, donc il faut bien les inspirer. Une poignée de secondes pour conclure. Vous avez le sentiment qu'on est à un point de bascule aujourd'hui au niveau de la technologie, avec l'arrêt souhaité justement par Elon Musk et puis la rapidité à laquelle vont les innovations. Est-ce qu'il y a effectivement une réflexion plus globale et plus éthique à mener, ou alors il y a une autorégulation qui va se produire? On le voit bien, l'ensemble de l'industrie cherche à maintenant réduire son impact vis-à-vis de l'environnement et améliorer finalement l'expérience de l'homme. Donc on le voit avec le concept car porté par la Software République, dont nous faisions partie au travers du jumeau numérique, puisque finalement on passe d'une économie de produit à une économie d'expérience. Et là on parle de l'expérience du conducteur qui doit être en bonne santé, l'expérience du véhicule qui doit avoir aussi son carnet de santé, et pour s'assurer que quand je vais prendre mon volant, l'ensemble des paramètres du véhicule sont corrects et ne m'emmèneront pas dans une situation de danger. Et au sens large, au niveau de la technologie, puisque vous référencez probablement les sujets d'intelligence artificielle. Tout à fait.
On ne peut pas mettre un produit sur le marché sans le tester et dans un cadre donné. Vous imaginez pas un avion pas certifié. Ni une voiture sans passer les crash tests. C'est pareil pour une technologie de ce type. Or, c'est un petit peu ce qui a été fait avec OpenAI et effectivement, il va falloir réguler pour encadrer parce que ces technologies sont extrêmement positives et vont apporter énormément de valeur, mais il ne faut pas qu'elles soient utilisées n'importe comment. Merci beaucoup Frédéric Vacher, je rappelle vous êtes directeur de l'innovation chez Dassault Systèmes et Jean-Marc Lafont, vice-président de l'IoT chez Orange. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve toute la semaine en podcast et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.